Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième et dernier volume de notre formation fiscalité immobilière. On va s'intéresser dans ce dernier volume aux différents dispositifs de défiscalisation. Alors on sait que réduire son impôt, c'est une problématique qui est importante dans la vie, dans le quotidien des Français. Et donc il y a des dispositifs de défiscalisation qui vont vous permettre de réduire votre impôt tout en poursuivant d'autres objectifs. Et afin que vous puissiez opter pour le dispositif le plus optimal pour votre situation, il va être important pour vous de déterminer vos objectifs et de connaître les effets de chaque dispositif. Alors bien souvent, la réduction d'impôt ou le crédit d'impôt que vous allez obtenir, ce sera une contrepartie à un investissement de votre part dans un secteur où l'État souhaite que vous investissiez. Voilà, on va commencer par un dispositif qui s'appelle le dispositif COS ancien et qui donc est synonyme du conventionnement ANA. En fait, afin de pouvoir proposer une offre de logement à loyer modéré dans le parc locatif privé, l'Agence nationale de l'habitat, qu'on appelle donc l'ANA, elle va offrir aux propriétaires bailleurs la possibilité de signer ce qu'on appelle une convention ANA. Et cette convention donc va vous permettre de pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux importants. Et vous allez également pouvoir bénéficier d'un financement sur les travaux de rénovation et de remise aux normes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des principaux avantages de ce dispositif, c'est de pouvoir bénéficier d'un abattement fiscal sur vos revenus locatifs, pouvant monter, on le verra avec les différentes conditions et détails un peu plus tard, mais abattement qui peut monter, qui peut atteindre 85% de vos revenus. Alors, afin de pouvoir bénéficier de ces déductions sur vos revenus fonciers, vous allez devoir impérativement signer une convention avec l'ANA. Et le montant de cette déduction, elle varie selon deux critères. Le premier critère, c'est le type de convention. Il faut savoir qu'il y a des conventions avec ou sans travaux et donc d'autres conventions qui sont déterminées selon le loyer que vous allez pratiquer. On le détaillera plus tard. Et le deuxième critère, c'est l'implantation du logement. Enfin, sachez que pour être éligible au conventionnement ANA, vous allez devoir respecter certaines règles qui seront donc liées au logement, aux locataires et au loyer. Alors, je précise que ce type de dispositif, donc de déduction fiscale, il ne peut pas se cumuler avec un autre régime d'incitation fiscale. Par exemple, la réduction d'impôt Pinel, ce sera pas possible de cumuler les deux. Ce dispositif ne s'applique pas non plus aux immeubles classés ou inscrits comme monuments historiques. C'est un dispositif d'ailleurs qu'on verra un peu plus tard, ou encore aux immeubles qui auraient reçu le label qui est délivré par la Fondation du patrimoine. Alors, je vous ai parlé donc de trois critères pour être éligible au conventionnement ANA. Ces trois critères, ces trois règles étaient liées au logement, au locataire ou au loyer. On va commencer par les règles qui sont donc liées au logement. Alors, sachez que les logements que vous allez conventionner, ils doivent être loués vides, et ce pour l'habitation principale du locataire. Ce dispositif, il peut s'appliquer dans des zones de tension. Alors, des zones de tension, c'est des zones où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. Et l'avantage fiscal, en fait, il sera modulé en fonction de la situation géographique de votre logement. Il faut savoir qu'habituellement, il est plus important en zone urbaine. Alors, il est en principe impossible de bénéficier de cet avantage fiscal si votre bien se situe dans une commune rurale, sauf s'il y a travaux ou intermédiation locative. Et je vais revenir très précisément sur le terme d'intermédiation locative dans quelques minutes. Autre précision, il faut savoir qu'à partir du 1er juillet 2020, le logement il va devoir respecter une performance énergétique minimale. Maintenant, on va s'intéresser donc aux règles qui sont liées au loyer. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la signature du bail, vous devrez fixer le loyer en respectant un montant maximal. Alors, ce montant, il va être défini d'une part par la convention signée et d'autre part par la zone d'implantation du logement. Alors, quand on parle de zone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue en fait 5 zones, 5 types de zones géographiques. On a la zone A bis, la zone A, la zone B1, B2 et C. Ces zones, elles dépendent du caractère plus ou moins tendu du marché
qui les concernent. Elles dépendent également du niveau plus ou moins élevé des prix. Donc là, vous pouvez apercevoir un tableau des plafonds de loyer maximal qui seront donc applicables selon le type de zone géographique. Voilà, maintenant on va s'intéresser aux critères liés aux locataires. Alors, première obligation pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, eh bien, vous ne pouvez pas louer aux membres de votre foyer fiscal. Vous ne pouvez pas également louer à vos ascendants ou à vos descendants. Alors, autre condition, vous ne pourrez pas non plus louer le bien à une personne qui occupait déjà le logement avant le conventionnement. Vous pourrez si, par contre, c'est à l'occasion d'un renouvellement de bail. Autre obligation, vous devez louer le bien durant toute la durée d'application de la convention. En cas de départ du locataire, eh bien, vous devrez remettre le bien en location. Et enfin, vous devrez louer le logement à un locataire dont l'ensemble des ressources eh bien, sont inférieures à un plafond qui varie selon le type de convention signée. En fait, ces plafonds, ils vont dépendre du caractère plus ou moins social du loyer que vous vous engagez à respecter. Concrètement, il y a 3 types de conventions. Il y a la convention à loyer très social, la convention à loyer social et la convention à loyer intermédiaire. Plus la convention est entre guillemets sociale et plus le plafond à respecter sera bas. Alors concernant la convention à loyer très social, il faut savoir que un bailleur qui signe ce type de convention, eh bien, il peut être amené à choisir un locataire parmi des candidats qui sont proposés par le préfet. Et qu'en l'absence de proposition de la part du préfet, eh bien, le bailleur devra donc choisir un locataire dont les ressources respectent un certain plafond, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur ce tableau. Alors, plafond qui va dépendre du nombre de personnes qui composent le foyer fiscal. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur le tableau, ça va jusqu'à 6 personnes ou plus donc, dans le nombre de personnes qui sont prises en compte. Et puis, ça va dépendre également, donc ce plafond de ressources va dépendre également de la localisation. C'est-à-dire que le plafond en Île-de-France ou dans les autres régions n'est pas forcément le même. Voilà, maintenant on va étudier le tableau des plafonds de ressources pour une convention à loyer social. Donc évidemment, les plafonds de ressources sont plus élevés que la convention à loyer très social. Et enfin, voici le tableau du plafond des ressources pour les conventions à loyer intermédiaire. Plafond assez élevé qui permettrait de pouvoir proposer ce type de logement, donc avec une convention à loyer intermédiaire, à une majorité quand même de personnes. Alors avant d'évoquer les différents types d'abattements et leurs montants, on va s'intéresser à un élément dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'intermédiation locative. Comme son nom l'indique, il va y avoir en fait un intermédiaire qui va s'occuper de la gestion locative de votre bien conventionné. En tant que propriétaire donc, de ce type de logement, vous pouvez confier donc, la gestion de votre logement à un intermédiaire social, privé ou public, c'est-à-dire une association agréée, une agence immobilière à vocation sociale, voilà, différentes possibilités. Et dans ce cas, une prime peut être accordée au propriétaire sous certaines conditions que nous allons voir. La première condition, elle est évidente, pour pouvoir bénéficier de ce régime d'intermédiation locative, vous devez donc déléguer la gestion de votre bien ou bien le sous-louer à un organisme agréé qui va en quelque sorte vous remplacer pendant la durée de la convention. Alors d'une certaine manière, c'est vrai qu'on peut considérer que c'est une certaine perte de contrôle sur le bien que vous louez. Néanmoins, l'intermédiation locative, c'est un régime qui va vous dispenser de la recherche d'un locataire avec des revenus très faibles. Donc c'est un élément à prendre en compte parce que, évidemment, vous allez être dispensé de toutes les tâches inhérentes à ce type de logement, à ce type de location conventionnée. Autre avantage, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'une garantie loyer impayé et d'une assurance contre la vacance locative, et cela pour le même prix. Autre élément important, c'est que lorsque vous optez pour ce type de montage, le fonctionnement du bail, il est un petit peu différent. En fait, dans ce cas-là, le logement il peut être loué, meublé ou non, par l'organisme. Les locataires vont pouvoir prétendre aux APL. Alors quand je dis APL, je parle de l'aide personnalisée au logement. On a souvent tendance à confondre les aides au logement et les APL. Dans les aides au logement, il y a l'ALS, l'ALF et les APL, mais les APL ne concernent que les logements conventionnés.
Eh bien, dans ce cas d'intermédiation locative, eh bien, vos locataires pourront justement bénéficier des APL. Alors, autre élément important, c'est que l'organisme qui va donc effectuer l'intermédiation locative, eh bien, il va assurer le paiement des loyers et des charges, ainsi que l'entretien et la remise en état du logement. Alors sachez que ce dispositif, il est plus connu sous le nom de louer solidaire lorsqu'il est appliqué à Paris et lorsqu'il est appliqué donc sur le reste du territoire français, il est plus connu sous le nom de Solibail. Et donc ce dispositif il va vous permettre eh bien, de bénéficier de 85% d'avantages fiscaux. Donc c'est quand même assez intéressant. Surtout que c'est applicable quel que soit le type de convention signée. Voilà, donc là vous avez le tableau eh bien, des différentes déductions fiscales qui sont accordées, donc selon le type de convention ANA et bien évidemment la localisation du logement. Donc là on est dans un premier temps dans le cadre d'une convention ANA sans travaux. Et puis là, donc, vous avez le tableau donc, des déductions fiscales dans le cadre d'une convention ANA avec travaux. Donc, si vous conventionnez un logement et que vous le mettez en location, au moment de votre déclaration, et c'est là que c'est vraiment important et vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir cumuler et l'abattement au titre du conventionnement ANA et les déductions au régime réel de vos revenus fonciers. Autrement dit, imaginez un petit peu ce qu'on avait vu dans le volume 1. Vous devez choisir entre l'abattement donc à 30% et le régime réel. Eh bien, imaginez que vous pouvez cumuler les deux. Sauf que là, l'abattement, il n'est pas de 30%, il peut aller jusqu'à 85%. Donc, vous l'avez compris, ça va évidemment grandement réduire eh bien, le résultat foncier qui sera imposable et plus sûrement d'ailleurs créer un déficit foncier qui sera probablement imputable sur votre revenu global. Ce qui permettrait réellement de faire baisser votre imposition sur le revenu. On pourrait alors clairement parler dans ce cas de défiscalisation. Autre avantage important, donc ça en fait quand même quelques-uns, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de déficit foncier imputable sur les revenus globaux, on sait qu'il y a un plafond, c'est donc la somme de 10 700 € et que la fraction de déficit supérieure, elle s'impute donc sur les revenus fonciers des 10 prochaines années. Eh bien, sachez qu'avec la loi Elan, eh bien, cette limite annuelle de 10 700 €, eh bien, elle va finalement se porter au montant de 15 300 €. Donc, c'est 4 600 € par an de plus de déficit imputable sur vos revenus globaux. Donc, vous l'avez compris, c'est un dispositif qui peut s'avérer particulièrement attractif. Alors, gardez bien évidemment toutefois en tête que si fiscalement le dispositif peut être très puissant, cela vous contraint toutefois à respecter un plafonnement de vos loyers et donc, dans certains cas, à limiter vos recettes brutes locatives annuelles. Ces limites variant bien évidemment selon la zone et le type de convention. En effet, plus l'abattement recherché sera important et plus le plafonnement sera conséquent. Donc pour conclure sur ANA, ça peut effectivement être un levier très puissant pour justement optimiser votre fiscalité, donc sur vos revenus fonciers. Et en plus, ça peut même, via donc le déficit foncier, eh bien, vous permettre de baisser votre imposition. Après, le tout, c'est de parvenir malgré tout à garder, malgré donc le plafonnement des loyers, eh bien, une rentabilité correcte. Voilà, maintenant, on va s'intéresser au dispositif Pinel. Alors, le dispositif Pinel, c'est probablement l'un des dispositifs les plus connus pour investir dans l'immobilier. Alors, l'idée de cette formation, c'est pas de dire si c'est bien, si c'est judicieux ou pas, c'est vraiment de s'intéresser à l'aspect fiscal. Alors, sachez qu'avec ce dispositif, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt. Alors, la première condition, c'est que vous devez être domicilié en France et donc avoir procédé à un investissement immobilier locatif. Investissement locatif qui devra remplir des conditions qui seront liées au locataire et à la location. Donc, ce dispositif loi Pinel il existe depuis 2014 et pour l'instant, il sera peut-être reconduit, il est prévu jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, on va maintenant s'intéresser au type d'acquisition qui est concerné donc par cette loi Pinel.
Alors, ça peut être un logement neuf, ça peut être un logement en l'état futur d'achèvement, ça peut être également un logement que vous faites construire, ça peut concerner un logement ancien qui fait l'objet de travaux de rénovation. Alors, il faudrait que ces travaux de rénovation représentent au moins 25 du coût total de l'opération. Ça peut également concerner un logement qui fait l'objet de travaux de réhabilitation ou bien un local qui serait transformé en logement d'habitation. Alors, sachez que cette réduction d'impôt, eh bien, elle peut s'appliquer à 2 logements maximum par an. Sachez également que le logement devra respecter un niveau de performance énergétique global en fonction du type d'acquisition. Alors, il faut savoir également qu'en outre-mer, des règles différentes s'appliquent concernant le niveau de performance énergétique. Alors, je vous ai dit précédemment que pour bénéficier de ce dispositif loi Pinel, eh bien, il fallait que des conditions liées au locataire et à la location soient remplies. Eh bien, on va s'intéresser aux conditions qui sont liées au locataire. Alors, pour une loi Pinel, le locataire, eh bien, ça peut être votre enfant ou votre parent, à condition qu'il ne fasse pas partie de votre foyer fiscal. Concernant le revenu fiscal de référence de votre locataire ou de vos locataires, eh bien, il ne devra pas dépasser des plafonds réglementaires que vous pouvez donc voir sur ce tableau. On s'intéresse maintenant aux conditions liées à la location. Première condition, hein, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les dispositifs de défiscalisation, le logement doit être loué comme habitation principale. Alors, autre condition, ce logement, il doit être loué 1 an maximum après son achèvement ou 1 an après son acquisition. Et il existe également une durée minimale d'engagement à louer et cette durée minimale, eh bien, elle est de 6 ans. Alors, il faut savoir que le loyer que vous allez appliquer à vos locataires, eh bien, il ne devra pas dépasser, charges non comprises, les plafonds suivants que vous pouvez observer sur ce tableau. Alors ça fonctionne un petit peu comme la convention ANA, selon la zone dans laquelle vous allez louer votre logement, eh bien vous avez des plafonds de le prix de loyer au mètre carré qui vont être différents. Alors ces plafonds, ils peuvent varier en fonction de la surface du logement, hein, par application d'un coefficient multiplicateur et ils peuvent être également réduits pour tenir compte des particularités des marchés locatifs locaux. On va maintenant parler des plafonds de la réduction d'impôt. Alors en fait, il va falloir tenir compte de 2 éléments pour déterminer le plafond de réduction d'impôt. Le premier, c'est que cette réduction d'impôt, elle ne devra pas dépasser 300 000 euros par personne et par an. Le deuxième élément, en fait, c'est que cette réduction d'impôt, elle est limitée à 5 500 euros par mètre carré de surface habitable. Alors, comme vous pouvez l'observer sur ces tableaux, en fait, le taux de réduction, il va varier en fonction de la durée d'engagement de location. Donc, dans ce premier tableau, vous voyez donc un taux de réduction avec un engagement initial donc, de 6 ans. Et donc, si l'engagement initial, eh bien, il est supérieur, il est sur une durée initiale de 9 ans, eh bien évidemment, le taux de réduction sera supérieur. Voilà, et dans le cas d'une prolongation donc de votre engagement à louer, eh bien, vous obtiendrez donc une augmentation, un taux de réduction supérieur. Et en fait, ce taux de réduction, eh bien, il va se diviser en quelque sorte en plusieurs années. Si vous êtes engagé sur une durée de location de 6 ans et que vous avez par exemple 12% de réduction d'impôt, eh bien, vous allez pouvoir déduire 2% du prix du bien pendant 6 ans et qui va donc créer une réduction d'impôt. Alors, il faut savoir également que la réduction d'impôt, elle va être soumise au plafonnement global, hein, des niches fiscales, qui est de 10 000 euros par an et qui est également de 18 000 euros en outre-mer. Donc concrètement, hein, même si évidemment le but de cette formation n'est pas de vous donner mon avis sur la loi Pinel ou sur d'autres dispositifs, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ce type de dispositif avec un plafonnement des loyers, eh bien, en fait, vous oblige, je dis bien généralement, à rajouter chaque mois un petit peu d'argent pour entre voilà, votre crédit et le loyer que vous allez recevoir pour pouvoir payer les charges, etc. Donc, ça peut être intéressant si et seulement si vous payez des impôts et que vous voulez réduire votre impôt. Et donc, il faudra, avant de vous positionner sur une loi Pinel, eh bien, vraiment calculer ce que vous allez gagner et ce que vous allez devoir rajouter chaque mois. J'ajoute que généralement, les logements concernés donc, par ces dispositifs sont des logements neufs
et que bien évidemment, vous allez les payer, on va dire, à un prix assez élevé par rapport au prix du mètre carré. Donc qui dit prélevé, ben, dit, échéance de crédit quand même assez élevée également, par rapport au loyer qui est plafonné. Donc voilà, il faudra vraiment réfléchir à votre objectif. Si c'est un objectif de cash flow, je vous le déconseille. Maintenant, si c'est pour, réduire votre imposition tout en investissant, eh bien, dans ce cas, ça peut peut-être être judicieux. Alors, j'ajoute une dernière chose, une dernière information concernant l'investissement en Pinel, c'est que vous allez pouvoir réaliser ce type d'investissement de deux manières, soit en direct, donc en nom propre, soit via une société non soumise à l'impôt sur les sociétés. C'est le cas par exemple d'une SCI à l'IR. Alors, sachez que c'est également possible par le biais en fait, d'une souscription de parts de SCPI, donc c'est les sociétés civiles de placement immobilier. Voilà, on va maintenant s'intéresser au dispositif Censi-Bouvard. Alors, c'est un dispositif qui est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Il est toujours en vigueur, donc jusqu'au 31 décembre 2021. Alors, ce dispositif, il s'applique aux contribuables qui sont domiciliés en France. Alors, quel type de logement va être concerné par ce dispositif? Alors, ce dispositif, il peut concerner un logement neuf. Il peut également concerner un logement en l'état futur d'achèvement. Il peut également concerner un logement achevé depuis au moins 15 ans et qui a fait l'objet d'une réhabilitation, ou encore un logement qui fait l'objet de travaux de réhabilitation. Alors la grande particularité, la grande spécificité de ce dispositif, c'est qu'il concerne des logements meublés. Logements meublés, donc, qui vont se situer dans des résidences meublées. Donc, ça peut être des résidences de service, hein, vous en avez probablement entendu parler, c'est des résidences qui sont là pour accueillir des personnes âgées. Ça peut être également des résidences pour étudiants ou encore des résidences d'accueil et de soins. Et donc, vous investirez en qualité de LMNP, donc de loueur meublé non professionnel. Donc pour rappel, hein, on l'a dit dans le volume 2, mais pour ceux qui accéderaient simplement au volume 4 sans avoir visionné les volumes précédents, lorsqu'on est en LMNP, donc les revenus locatifs sont considérés comme des BIC, des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. Donc ce type d'investissement, il est toutefois assez engageant, puisque vous devrez louer votre logement meublé pendant une durée minimale de 9 ans. De plus, et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui pour moi est le plus dérangeant, c'est que vous devrez en fait effectuer cette location via un bail commercial que vous ferez à l'exploitant de la résidence dans laquelle se trouve votre logement. Et ce, pendant toute la durée minimale d'engagement. Alors, les points positifs, hein, donc ça va être une réduction d'impôt, et donc une réduction d'impôt qui est calculée sur le prix de revient du logement dans la limite de 300 000 euros. Le taux de cette réduction, eh bien, il est de 11% pour les acquisitions qui sont réalisées depuis 2012. Autre élément, ce dispositif Censi-Bouvard, il va pouvoir vous permettre de récupérer la TVA sur votre acquisition. En effet, vous allez pouvoir récupérer 20% sur le prix de votre bien immobilier si l'exploitant de la résidence dans laquelle se trouve votre logement propose en plus de l'hébergement au moins 3 services. 3 services parmi les 4 suivants doivent être donc assurés dans la résidence. Donc, dans ces services, vous avez le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge ainsi que la réception de la clientèle. Évidemment, il faudra vérifier et s'assurer que les loyers qui sont perçus, eh bien, ils soient bien soumis à la TVA. Et enfin, il faudra qu'en tant qu'investisseur, eh bien, vous adoptiez bien évidemment le statut donc LMNP. Autre élément intéressant, c'est que les logements qui sont donc meublés en loi Censi-Bouvard, eh bien, ils ne sont pas soumis à des plafonds de loyer comme les autres dispositifs qu'on a étudiés, qu'on a évoqués avant. Même si c'est l'exploitant de la résidence qui va vous verser un loyer, eh bien, il n'y aura pas de plafond de ressources du locataire ni de zonage particulier, contrairement notamment à la loi Cellier. Alors, autre élément important, on a dit que donc le plafond de la réduction d'impôt, il était calculé sur un prix de revient, donc dans une limite de 300 000 euros. Et en fait, lorsque vous allez effectuer votre déclaration, si vous optez pour le régime réel donc de déclaration de vos BIC, eh bien en fait, seule la partie qui excède le plafond donc de 300 000 euros pourra faire l'objet d'un amortissement déductible donc du résultat imposable. Je vous donne un exemple. Vous achetez un bien à 350 000 euros. Donc on a dit que le plafond c'était 300 000 euros. Eh bien donc seulement 50 000 euros
pourra faire l'objet donc d'un amortissement qui sera déductible de votre résultat imposable. Donc comme pour les autres dispositifs, hein, notamment la loi Pinel, ce type d'investissement, eh bien, il doit vraiment répondre à un objectif précis. Vous devez bien faire vos calculs. Pareil, si vous visez un cash flow, bon, bah, avec un exploitant et un bail commercial, donc un intermédiaire, eh bien, votre rentabilité va être impactée. Maintenant, si vous recherchez voilà, une réduction d'impôt, eh ben, ça peut s'avérer judicieux dans certains cas. Voilà, maintenant on va s'intéresser au dispositif de Normandie. Donc c'est un dispositif qui est également assez connu et qui permet de bénéficier également d'une réduction d'impôt si vous réalisez un investissement locatif dans un quartier ancien et dégradé. Ce dispositif, en fait, il a été créé dans le but de redynamiser des villes moyennes. Donc, le logement dans lequel vous allez investir en Normandie, il doit être situé dans certaines communes. Il y a d'ailleurs un arrêté, c'est l'arrêté du 26 mars 2019, qui prévoit eh bien, une liste de 244 communes qui sont donc concernées par ce dispositif. On va commencer par évoquer les conditions donc, du logement. Donc la réduction d'impôt, elle va concerner en fait soit un logement ancien donc, qui fait l'objet de travaux d'amélioration, ou soit un local transformé en usage d'habitation. Alors premier élément, les travaux, ils doivent représenter au moins 25% du coût total de l'opération. Cette réduction d'impôt, elle concerne en fait les opérations qui sont réalisées entre le 27 mars 2019 et le 31 décembre 2022. Donc, le logement dans lequel vous souhaitez investir de Normandie, il doit se situer dans certaines communes, on l'a dit. Ces communes, en fait, ce sont des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat, il est important. Ce sont des communes qui sont en zone labellisée cœur de ville. Ce sont également des communes qui ont passé une convention d'opération de revitalisation de territoire, qu'on appelle l'ORT. Voilà, maintenant vous connaissez donc les conditions du logement et donc notamment le type de commune dans lequel il doit se trouver. On va maintenant évoquer les conditions de travaux. Pour pouvoir être éligible à ce dispositif, vous allez devoir procéder à l'un des travaux suivants. Alors, ça peut être des travaux qui améliorent la performance énergétique du logement de moins 30%. Ça peut être également l'un des deux types de travaux parmi les travaux suivants. Donc, si vous effectuez deux types de travaux parmi le changement de chaudière, l'isolation des combles, l'isolation des murs, un changement de production d'eau chaude ou encore l'isolation des fenêtres, eh bien, vous pourrez être éligible. De la même façon, si vous procédez à la création de surfaces habitables nouvelles, par exemple un balcon, une terrasse ou un garage, eh bien, vous serez également éligible à ce dispositif. Alors, il y a un point qui est important d'évoquer, c'est que les travaux, eh bien, ils devront être réalisés par un professionnel certifié RGE, donc c'est reconnu garant pour l'environnement. Et enfin, il faut également savoir que les travaux devront être terminés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l'acquisition. On s'intéresse maintenant aux conditions du locataire. En fait, très simplement, les conditions du locataire elles sont liées en fait, à son revenu fiscal de référence, qui ne devra pas dépasser donc, des plafonds réglementaires. Donc, c'est un petit peu identique au Pinel, donc, comme vous pouvez le voir sur ce tableau. Et j'ajoute que donc, ce locataire il ne devra pas appartenir à votre foyer fiscal. Alors, concernant le bail, il y a également des conditions à respecter. Comme la plupart des autres dispositifs, le logement il doit être loué comme habitation principale. Il doit être loué au plus tard, un an après l'achèvement de l'immeuble ou bien un an après son acquisition. Et enfin, il existe également, comme pour d'autres dispositifs, une durée minimale d'engagement. Cette durée minimale, elle doit être de 6, 9 ou 12 ans. Le loyer, il va être plafonné, il ne devra pas dépasser, donc charges non comprises, les plafonds qui sont d'ailleurs identiques au plafond du Pinel, donc comme vous pouvez les observer selon également différents types de zones. On va parler maintenant des éléments qui nous intéressent et notamment le montant de la réduction d'impôt. Donc comme pour d'autres dispositifs, la réduction d'impôt elle est calculée en prenant en compte un coût d'acquisition du logement qui sera plafonné à 300 000 euros. Et plafonné également à 5 500 euros par mètre carré de surface habitable. Donc une fois de plus, il y a de grandes ressemblances avec la loi Pinel.
Donc la réduction d'impôt, hein, elle sera également soumise au plafonnement global des niches fiscales, donc de 10 000 euros par an et de 18 000 euros en outre-mer. Donc le taux, hein, c'est pareil, le taux de la réduction, il va varier en fonction de la durée d'engagement de la location. Donc ça sera 12% donc, du prix du bien pour une durée d'engagement de 6 ans, 18 pour une durée de 9 ans et enfin 21% pour une durée de 12 ans. Abordons maintenant le dispositif Malraux. Dispositif qui va concerner le cas des travaux de réhabilitation. Travaux qui vont vous permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt qui sera d'ailleurs calculée sur les dépenses engagées pour la restauration d'un bien. Donc ces travaux de rénovation qui devront être validés par l'architecte des bâtiments de France, eh bien, ils vont faire baisser votre facture fiscale à hauteur de 30 ou de 22% d'un maximum de dépenses de 400 000 euros. Alors ce plafond de dépenses, en fait, c'est un plafond qui est pluriannuel. Il démarre soit à la date de délivrance du permis, soit à la date d'expiration du délai d'opposition à la déclaration préalable. Et il va se terminer le 31 décembre de la troisième année qui suit. Alors, pour être éligible à ce dispositif, le logement, eh bien, il doit se trouver soit dans l'un des 40 quartiers dégradés, hein, qui est visé par le décret 2009-1780 du 31 décembre 2009, ou bien dans un SPR. Alors, un SPR, c'est un site patrimonial remarquable, ou encore une AVAP, ça, c'est une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Et enfin, vous serez éligible à ce dispositif Malraux si le logement se trouve dans une ZPP-AUP, c'est une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Alors, il y a également un engagement, hein, une durée d'engagement. En fait, vous allez devoir vous engager à louer votre bien en location nue pendant 9 ans à titre de résidence principale du locataire. On va parler maintenant des monuments historiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi de défiscalisation sur les monuments historiques, elle existe depuis près de 100 ans. Cette loi de défiscalisation, elle vise en fait à favoriser l'entretien et la restauration de biens immobiliers qui sont classés monuments historiques ou alors qui sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Donc concrètement, l'investissement en loi monument historique, eh bien, elle consiste à acquérir un bien qui va nécessiter d'importants travaux de restauration. Alors le gros avantage en fait, c'est que, les charges, de restauration et d'entretien du bien immobilier monument historique, ainsi que les intérêts, d'emprunt qui sont donc liés à l'acquisition du foncier et aux travaux, eh bien ils vont être déductibles à 100 des revenus fonciers. Le déficit généré, eh bien, il va être déductible du revenu global sans aucun plafonnement. La seule obligation en fait, c'est que, vous allez, devoir, conserver le bien pendant au moins 15 ans. Autre avantage important, c'est que lorsque vous allez conclure une convention avec l'État, eh bien, la donation ou la transmission de ce patrimoine, eh bien, elle sera exonérée de droits de succession. Donc ce dispositif, il s'adresse vraiment aux contribuables qui sont donc domiciliés fiscalement en France, évidemment, et qui sont fortement imposés, qui cherchent à investir sur de l'immobilier en centre-ville tout en réduisant efficacement leur imposition. Donc les personnes qui souhaitent bénéficier de cette loi, eh bien, ils doivent acquérir ou être propriétaires d'un bien donc, classé, inscrit ou agréé par les affaires culturelles. Concrètement, cette loi monument historique, elle va vous permettre d'imputer le montant des travaux de rénovation effectués sur un bien de vos revenus fonciers, de vos revenus d'activité professionnelle, et ce, sans aucune limite. L'excédent, il va être reportable sur 6 années consécutives. L'assiette imposable du contribuable donc, va être diminuée du montant des travaux dépensés dans l'année. Et enfin, cette défiscalisation qui va donc être obtenue, eh bien, elle ne rentre pas dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, pour être un peu plus concret, vous avez donc un exemple que vous pouvez observer donc avec un foncier donc à 50 000 euros, 100 000 euros de travaux, on est sur une TMI à 41%. Eh bien, la réduction, elle va atteindre 41 000 euros sur un an. Dans le cas donc d'une TMI à 30%, eh bien, la réduction s'élèverait à 30 000 euros sur un an. Voilà, maintenant on va conclure ce volume donc destiné au dispositif de défiscalisation en s'intéressant aux investissements outre-mer et notamment à la loi Girardin.
Alors cette loi, elle prévoit des réductions d'impôts pour les logements neufs, hein, tout ce qui est acquisition ou construction de logements neufs. Mais nous, on va s'intéresser à un autre aspect de cette loi Girardin, à savoir les travaux de réhabilitation ou de confortation de logements contre le risque sismique ou cyclonique. Alors lorsqu'on parle de travaux de réhabilitation, en fait, ça concerne des travaux qui doivent porter sur un logement qui est achevé depuis plus de 20 ans. Et ce logement, il doit être destiné à être occupé, soit par le propriétaire ou soit par un locataire à titre de résidence principale pendant au moins 5 ans. Alors maintenant, parlons des travaux de confortation. Ce sont donc des travaux qui sont réalisés contre le risque sismique et le risque cyclonique. Alors parlons maintenant de cette réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, elle va s'appliquer pour la première fois et bien sur l'impôt qui va correspondre au revenu de l'année d'achèvement des travaux. Alors parlons maintenant du taux de cette réduction d'impôt. Alors le taux de cette réduction, il est de 18%. Il peut atteindre 22% si des équipements de production d'énergie qui utilisent une source d'énergie renouvelable sont installés dans le logement. Et il peut atteindre donc ce taux 26% si le logement est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Alors cette réduction d'impôt est plafonnée et elle doit d'ailleurs respecter un double plafonnement. Alors, le premier plafond, il s'agit d'un plafonnement spécifique aux investissements outre-mer, c'est-à-dire que le montant total des réductions d'impôts obtenues au titre des investissements outre-mer qui sont effectués donc à titre privé, eh bien, il est limité à la somme de 30 600 euros. En sachant que vous pouvez également opter, à la place de ce montant fixe donc de 30 600 euros, pour un plafonnement égal à 11% du revenu net global de votre foyer fiscal. Et une fois qu'on a appliqué ce plafonnement spécifique, eh bien, il y aura lieu d'appliquer donc le fameux plafonnement global des niches fiscales. Alors, lorsque vous déclarerez vos revenus issus des investissements outre-mer, eh bien, vous remplirez la déclaration numéro 2042 IOM en vous aidant des fiches de calcul, donc 2042 IOM, fiche et de la notice d'information numéro 2041 GE. Voilà, on a vu un petit peu différents dispositifs de défiscalisation. Alors, certains se ressemblent, certains sont spécifiques, avec notamment le Censi-Bouvard qui concerne donc des investissements locatifs en meublé. De manière générale, hein, pour être éligible à ces dispositifs, eh bien, il faut bien évidemment respecter des conditions. Alors, parfois, elles sont liées donc au logement, parfois elles vont être liées aux locataires, avec un plafonnement de ressources, avec des logements qui ne devront pas dépasser eh bien, un plafond de loyer. Voilà. Vous avez différentes conditions qu'il conviendra de respecter pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs. Ces dispositifs, eh bien, ils s'adressent la plupart du temps plutôt à des investisseurs qui ont une forte imposition, une forte TMI et qui souhaitent donc faire baisser cette imposition eh bien, donc, via ce genre de dispositif. On mettra à part le conventionnement ANA, donc le dispositif cos-ancien, qui lui vise surtout à faire baisser eh bien, votre imposition, l'imposition inhérente à vos revenus fonciers, bien que, on l'a vu avec le déficit foncier créé, vous pourrez également faire baisser votre imposition globale. De manière générale, tous ces moyens de défiscaliser, eh bien, c'est une autre façon d'investir en immobilier. Et ça concerne des objectifs vraiment précis, notamment, on l'a dit, la baisse d'impôts. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'État eh bien, offre la possibilité eh bien, de réduire votre impôt, qui vous fait en quelque sorte un cadeau via donc, des dispositifs d'incitation fiscale, eh bien, il y a généralement et presque toujours une contrepartie. Parfois, eh bien, vous serez limité dans la façon dont vous allez pouvoir appliquer un loyer à vos locataires. Parfois, vous serez obligé d'appliquer un bail commercial. On l'avait vu dans le cas des résidences meublées, donc pour le Censi-Bouvard. Parfois, vous serez obligé de louer donc à des locataires une durée minimale. D'autres fois, donc, vous serez obligé de louer donc en nu. Enfin voilà, il y a toute une série de contraintes et d'obligations donc à remplir pour pouvoir bénéficier de ces réductions fiscales. Alors, si je peux vous donner un dernier conseil, eh bien, allez voir un conseiller en gestion de patrimoine avant de vous positionner sur ce type de placement. Chacun a ses propres objectifs et le rôle du CGP, eh bien, c'est de définir avec vous
le produit le mieux adapté pour répondre à vos objectifs et à vos besoins. Voilà, ce volume 4 et plus globalement cette formation fiscalité s'achève. Je vous remercie pour votre confiance et pour votre soutien. J'espère que cette formation va vous donner les éléments de compréhension de la fiscalité, donc des différents domaines qu'on a pu évoquer pendant ces différents volumes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation qui sera dédiée au SCI. À très bientôt.